Sophie aura 50 ans dans quelques jours. Elle a survécu aux attentats du Bataclan. Elle est aujourd'hui psychologue. Elle ne montrera pas son visage parce qu'elle ne veut pas être réduite au statut de victime. Sophie s'est battue pour que les attentats ne changent pas sa façon de vivre. En mémoire de ceux qui n'ont pas survécu, elle continue d'avancer, librement. En fait, depuis vendredi, j'ai pas trop réussi à pleurer jusqu'à présent. Donc j'étais dans la salle et le tapis de fleurs, en fait, j'ai eu l'impression de voir la salle dans laquelle j'étais l'autre soir, quoi. Toutes les roses par terre, on aurait dit les gens qui étaient par terre autour de moi, qui étaient tous tombés dans le même sens ou presque. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Il y a 10 ans, ce 13 novembre 2015, ça devait être un jour de fête, ouais. Un jour de vie. Ouais. C'était la veille de votre anniversaire. C'est ça, c'était la veille de mes 40 ans. Et j'avais décidé d'aller les fêter là-bas avec un de mes amis, qui était un de mes seuls amis fans de ce groupe comme moi, les Eagles of Death Metal, et je l'avais invité pour qu'on fête mes 40 ans là-bas. Vous avez très vite entendu des bruits. Vous avez tout de suite compris que c'était des coups de feu? Oui. J'ai quasiment en tout cas compris que c'était des coups de feu. Je pense que c'était lié à l'odeur de poudre aussi, ça aide à comprendre ce qui se passe. Je me suis laissée tomber au sol tout de suite. Mon premier réflexe a été d'avoir l'air le plus morte possible. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Mais j'entends pas beaucoup les gens. Je crois que les gens très vite ont fait comme moi et se sont tus. Les tirs ont commencé à s'espacer, c'est-à-dire qu'au lieu d'entendre des rafales, j'ai commencé à entendre des bruits de 2 ou 3 tirs simultanés, mais c'était tout. Donc ça faisait pop, 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 pop. Et là, j'ai compris qu'ils étaient en train de tirer sur des gens un à un et qu'ils arrosaient plus une foule. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils étaient en train d'achever les gens qui étaient au sol, quoi. Et excusez-moi, ça c'est dur à raconter, mais à ce moment-là, j'étais prête à mourir. C'est-à-dire que je me suis dit, bon bah là je vais mourir. J'étais toujours super calme, je pensais à plein de choses qui avaient rien à voir. Je pensais par exemple c'était le bazar chez moi. J'ai pensé à mon copain, je me suis dit il a vraiment pas de chance d'être avec moi parce que je vais mourir. J'ai entendu quelqu'un qui criait, je remercierai jamais assez cette personne, je sais pas qui c'est, s'il est encore en vie, je l'aime. Il y a quelqu'un qui a crié allez-y c'est le moment, il recharge, levez-vous, sortez, vous pouvez y aller. Et donc là je me suis redressée, j'ai vu que j'étais dans une mare de sang, il y en avait partout. Je me suis dit cours quoi, ma belle, cours, et voilà. Et j'ai couru jusqu'à ce que je puisse me mettre à l'abri. J'aurais trébuché, je serais morte. J'ai pas trébuché. Je me suis dit, je veux pas mourir comme un chien allongé au sol. Et je m'attendais quand même à me prendre une balle dans le dos, mais j'étais prête à ça. Et je préférais mourir comme ça que abattue. Je préférais mourir libre, c'est un peu stupide, mais la seule liberté qui me restait, c'était celle-là, c'était de choisir comment j'allais mourir. Et ça m'a sauvé la vie. Et la liberté, elle arrive quand vous passez cette porte. Vous êtes blessée, Sophie, dans le dos? Oui. Mais je m'en rends pas compte à ce moment-là. Je me rendrai compte que quelques heures plus tard, sous la douche, quand je verrai en me douchant qu'il y a du sang qui continue à couler, ce qui a été un petit peu compliqué aussi. Oui. Vous êtes retourné devant le Bataclan, où il y avait ce parterre de fleurs. Ouais. Et oui, ces images effectivement. Je suis retournée, je crois, 2 ou 3 jours après. Et ça a été un moment un peu de retour de la mémoire, parce que j'ai eu une forme d'amnésie péritraumatique. Oui, il y a eu un flash noir, finalement. Un blanc. Alors vous le dites noir, mais moi je le dirais blanc, plutôt comme un blanc de la mémoire. Parce que vous êtes positive. Peut-être. C'était des choses couchées, comme des corps couchés, même si c'était des fleurs, même si c'était des roses. Et le rouge me rappelait tout le sang qu'il y avait. Et cette image a vraiment été un moment de réveil de la mémoire de ce que j'avais vu dans le Bataclan. C'était des choses qui étaient là pour être très belles, mais qui pour moi m'ont rappelé des choses extrêmement violentes. Les premières heures, les premières nuits, elles ressemblent à quoi? Les premières nuits ont été très compliquées. J'étais survoltée, j'étais shootée avec toutes ces hormones du stress. Moi, j'avais des cauchemars très bizarres.
Et au début, je ne pensais pas que c'était... Ça avait une relation avec ça. Parce que je rêvais que je me faisais attaquer par Bambi. Je rêvais de contes de fées qui tournaient mal. Donc pour moi, ce n'était pas du post-trauma. Et puis moi, j'ai eu tout de suite ce réflexe de me dire, si j'évite de faire certaines choses, je ne les referai plus jamais de ma vie. Ouais. Donc j'ai repris les transports en commun 3-4 jours après. Et ça a été compliqué? Est-ce que certains bruits, Oui, bien sûr. Le phénomène de masse, Bien sûr. une inquiétude permanente? Alors, il y avait une hypervigilance. Dès qu'il y avait un bruit qui ressemblait à un bruit de tir, par exemple les bruits du métro, le métro aérien, tatac, tatac, comme ça, bah, ça fait vraiment le bruit d'une arme. Hein, et ça me stressait vraiment beaucoup. Il y a eu un procès qui est arrivé. Quand ce procès arrive, vous l'espériez, vous le redoutez. Quel était votre sentiment dans l'approche de ce procès? Je me disais que j'avais envie d'être debout devant eux, d'être debout devant les terroristes et de les regarder dans les yeux, parce que je m'étais levée pour m'enfuir. Et là, j'avais envie de me lever et de les regarder pour qu'ils voient que moi, j'étais toujours là. Et ce procès, il a été historiquement exemplaire parce qu'il a été très respectueux de notre état de droit. Et en fait, c'était une façon de dire la justice et pas du tout de dire la vengeance. Voir, les visualiser, les avoir en face de vous. Vous disiez être debout devant eux. Il y en a un qui est symboliquement au cœur de cette affaire, c'est Salah Abdeslam. Et qu'est-ce que vous avez, vous, ressenti à ce moment précis où vous les avez vus, vous les avez entendus? Il y avait quelque chose de l'ordre d'une banalité, un sentiment. J'ai ce mot de Hannah Arendt qui vient, cette expression, la banalité du mal. Ouais. En fait, c'est des gens d'une banalité affligeante quand on les voit. Ils sont là, ils ressemblent à n'importe qui. Ils n'ont pas l'air de monstres sanguinaires quand on les voit. Et pas cette comme puissance du mal fantasmé. Mais pas du tout. Il y en a dont on sentait très vite le mensonge. Il y en a qui se contredisaient beaucoup. Il y en a qui étaient très irritants à ne pas reconnaître leurs responsabilités, qui nous mettaient en colère. Il y en a d'autres dont le discours était intéressant parce qu'ils expliquaient un petit peu quand même leur cheminement. Même si on ne partage pas les conséquences de leur cheminement, au moins ça nous permettait de comprendre. On a besoin de comprendre. Ouais, de comprendre le chemin qui les amenait à ça. Il y avait aussi un chemin, en allant à ce procès, c'est d'avoir une réponse sur l'identité, l'espoir de retrouver quelqu'un. Ouais. Pardon, ça c'est émouvant pour moi aussi. Quand je me suis relevée de la fosse, j'ai voulu emmener avec moi celui que je croyais être mon ami. Donc j'ai retourné l'homme qui était à côté de moi et en fait je me suis rendu compte que c'était pas lui, c'était un inconnu. Et il avait une blessure absolument terrible qui ne m'a laissé aucun doute sur le fait qu'il était mort. Et moi je me suis dit, si je retrouve qui c'est, je vais pouvoir aller voir sa famille et je vais pouvoir leur expliquer que ça a été très rapide, qu'il n'a pas souffert. Qu'il n'a pas vécu ce moment atroce là où on devenait des cibles un par un. Et j'ai tout fait avec mes avocates qui ont été extraordinaires. Les éléments dont je me souvenais ne m'ont pas permis de retrouver cette personne. Et donc j'ai dû abandonner cet espoir de pouvoir aller soulager cette famille. Ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à retrouver qui c'était. Vous faites partie d'un programme, ça s'appelle Remember. Vous passez dans un scanner de manière régulière, tous les 2-3 ans, je crois, pour voir comment votre cerveau a évolué ou l'impact potentiel de ces traumatismes aurait des résonances sur ça. Et ça, c'est assez passionnant sur le post-traumatisme. C'est effectivement, tous les 3 ans, je vais 2 jours à Caen et je dois passer plein de tests, faire plein d'expériences dans des scanners, dans des IRM. C'est très long, c'est très fatigant et ça permet aux chercheurs de voir comment mon cerveau réagit quand surgissent des images. L'idée, c'est de voir pourquoi certaines personnes arrivent à repousser les images, ces fameuses pensées intrusives du psychotraumatisme, pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Et ils étudient les mécanismes cérébraux liés à ça, les substrats cérébraux liés à la résilience, en fait. Et ça permet aux chercheurs de voir, de mieux comprendre la résilience. Et derrière, ça permettra sûrement un jour de générer des thérapies basées sur ces résultats pour soigner les gens victimes de psychotraumatisme. Ça vous ressemble aussi parce qu'il y a quelque chose de positif dans ce parcours. Ouais. C'est-à-dire de tirer de l'enfer quelque chose qui va servir aux autres. C'est positiver finalement le traumatisme pour en faire quelque chose de transmission finalement. Ouais, je crois que ça a été vrai à chaque étape. Quand vous me le dites, je me dis que c'est vrai
de cette participation au programme Remember, parce que ça permet de transformer un acte ignoble en connaissance, et donc de soigner, in fine. Et donc de tout ça, et j'ai tiré une force de la peur et ce que j'ai fait là-bas, j'en ai tiré une force pour faire tout ça. Donc effectivement, c'est une belle façon de résumer. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je vais retenir plein de choses. Je vais retenir votre force, bien sûr, cette émotion et ces larmes qui sont toujours là, et votre capacité à positiver et à avancer dans la vie, à nous donner cette leçon-là aussi. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a 10 ans, la vie d'Alexandra a basculé. Son frère, Gilles, fleuriste comme elle, était au Bataclan pour assister au concert des Eagles of Death Metal. Il a été tué par les terroristes. Gilles avait 32 ans et était passionné par son métier. Alexandra a appris à vivre sans lui, avec résilience et courage. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Avec plaisir. Le visage de votre frère, il est apparu sur une photo, sur un selfie, qu'il avait pris avec sa compagne. Oui. C'est ça, au Bataclan. Il l'avait envoyé à votre maman. En fait, il avait l'habitude, et on avait l'habitude, puisqu'on est tous les deux fanats de musique, de s'envoyer des selfies sur le groupe de la famille. Ouais. Et c'est la dernière photo qu'on a eue de lui, en fait, effectivement. Ouais. Il y a 10 ans, on se souvient, parce qu'on était là, on a filmé ce coup de téléphone que vous avez passé avec votre maman parce que vous vouliez des nouvelles, vous cherchiez. Ça a été aussi cette période-là. Compliqué. Période très, très compliquée. J'ai eu l'impression qu'elle a duré 1 mois, cette période. Mais ne pas savoir où est la personne, ne pas savoir des nouvelles, de chercher dans tous les hôpitaux, appeler l'IML qui ne nous donnait pas de renseignements. C'était la période pour moi la plus compliquée. L'attente et de ne pas savoir. Oui, bonsoir. Je suis la maman d'une victime du Bataclan et je suis à sa recherche. Je voulais savoir si vous avez toujours des gens non identifiés dans votre hôpital. Je viens de passer un coup de téléphone à la préfecture de police. Apparemment, elle m'a dit qu'ils n'avaient aucune nouvelle, mais qu'il y a encore des corps qui n'ont pas été identifiés parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers sur eux. Depuis samedi matin, on cherche. On cherche. C'est vrai qu'on se pose des questions parce que c'est extrêmement long et angoissant de ne pas avoir de nouvelles. Le jeune homme était fleuriste et travaillait avec sa mère. Tard ce soir, Nelly retourne au magasin en banlieue parisienne. Les clients sont encore là. Madame, vous l'avez vu que... Non, moi, je t'aime. Allez, courage. Courage. On a fini par avoir un coup de fil du Quai d'Orsay qui nous annonçait que notre fils était décédé. Donc, ça a été très très dur parce qu'on avait toujours un espoir. Gilles, c'était le fleuriste. C'est quelque chose qui a aussi été dans les articles de presse. Oui. On a eu cette histoire. C'est une histoire familiale, ce magasin de fleurs. Oui. Là aussi, il y a un traumatisme. Parce que ce magasin, c'était votre histoire, c'était l'histoire avec Gilles. Et Gilles qui n'était plus là et ce magasin, il a dû fermer. Gilles travaillait, il devait même prendre la succession de mes parents qui partaient à la retraite. Et du jour au lendemain, se retrouver avec plus rien. Et puis même l'identité de Gilles était omniprésente. C'est lui qui a incarné ce magasin, qui était... Donc il arrivait même que les gens passaient devant la boutique, des clients baissaient la tête parce qu'on n'osait même plus nous voir en fait. Et on avait un peu ce sentiment de presque de culpabilité d'être là. D'être là et pas lui. Et pas lui. Ce traumatisme, la fermeture du magasin. Autre traumatisme, c'est aussi votre maman qui travaillait avec Gilles. Elle ne s'est jamais remise non, de jamais. sa disparition. Non.
Pour elle, ça a été quelque chose de... Un séisme sans guérison, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour ce que j'appelle l'enfant survivant, c'est extrêmement compliqué puisqu'on n'a plus sa place. On est presque quand même en train de se demander, vous voyez, on n'aurait pas préféré que ce soit moi qui parte plutôt que lui. Elle voyait en vous celle qui était là, Voilà. et elle voyait Gilles qui n'était plus là. C'est ça. Je lui en veux pas parce que c'est inconscient, elle le fait pas sciemment. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai plus du tout aucun contact avec ma mère, quoi. On se rend pas compte à quel point le chaos peut arriver dans la famille. Que cette déflagration, elle ait des échos énorme, sur ceux qui sont ça. toujours là et ceux qui sont restés. Ouais. Comme maman changeait beaucoup, papa comprenait pas ça, donc il s'éloignait eux deux. Et nous deux qui sommes au milieu, elle avec son caractère, elle a beaucoup changé aussi. Et donc plus personne s'entendait à cause de tous les changements qu'il y a eu en même temps en fait. C'était très dur. Il y a eu la famille qui s'est complètement détruite. Et ben là, j'ai vraiment souffert. Et puis vos enfants. Ah oui. Mais on n'a pas la notion de l'impact que ça peut créer chez ces enfants-là. Et ça les a fait mûrir tellement vite, tellement vite. Elles sont toutes les deux mamans de deux enfants. Ouais. Et pourtant, elles sont jeunes, elles ont que 23 et 25 ans. Une maturité et une accélération de processus. Elles ont grandi plus vite que oui, d'autres. Complètement. Oui, je veux dire qu'on leur a presque volé leur adolescence à elles. Hein. Il y a eu le procès qui est arrivé. Vous l'attendiez pourquoi, ce procès? Alors, déjà pour se mettre dans la tête que ça s'est vraiment passé. Et deuxièmement, pour savoir à qui j'avais affaire. Voilà. Quand je me suis retrouvée face à Abdeslam, en l'occurrence, il y avait un mari, il y avait Abdeslam, tout ça, mais surtout... C'était important de les voir. Oui, et de leur montrer la haine, parce que j'ai de la haine, hein, moi j'ai de la haine pour ces gens-là. Et la haine et le mal qu'il a pu faire, en fait. Même s'il a été mis là, enfin voilà, c'était un pion dans tout ça. Mais de permettre de voir que cette personne-là, en fait, c'est pas un grand bandit, voilà, c'est juste une personne lambda qu'on a pris là. On lui a dit, tu fais ça. Et puis voilà, quoi. Et le gars, il a fait ça bêtement. Il a même pas fait ça jusqu'au bout, mais de ce qu'il aurait dû faire. Mais en fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui vaut rien, quoi. Qui vaut rien. Et ça m'a permis à moi de... Je veux plus en entendre parler aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est bâché. Il est là où il doit être. Mais c'est un besoin pour concrétiser les choses, en fait. Quand aujourd'hui, 10 ans après, quand vous pensez à Gilles, il fait partie de votre vie, il y a des signes, il y a des choses. Tous les jours, il est là. Tous les jours, il est là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas moi qui fais, c'est lui qui me donne l'endroit où je dois mettre mes fleurs. C'est ça. C'est que je réfléchis pas trop. Et j'ai l'impression qu'il est là et qu'il me dit ça se met là, ça, voilà. Je suis pas maître pour le coup de mon corps là, ou de mes mains. J'essaye de le faire comme lui le ferait. Je vis ma vie à plus de 200%, parce que je me dis que tous les jours que je me lève, j'ai la chance d'être vivante. Lui, il a eu que 32 ans à vivre. Je veux profiter de chaque moment. Aujourd'hui, cette date anniversaire, elle symbolise quoi pour vous? C'est une façon d'avancer encore ou elle a une autre symbolique? Déjà, 10 ans, j'ai pas l'impression que ça faisait 10 ans. Pour moi, c'était encore hier. Mais nous, c'est tellement hier que tout est présent encore, parce que je pense que c'est tellement ancré dans le cerveau qu'il a du mal à mettre cette distance dans le temps. Et donc, c'est un cap aussi. Vous y participerez? Oui, tout à fait. De toute façon, j'en ai pas loupé une depuis le début. Hein, et moi, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait. Et pour moi, c'est important parce que c'est ne pas oublier. Ça, c'est quelque chose, ne pas oublier. J'ai entendu de la colère et en même temps,
une envie de vivre Oui. et de profiter Ah oui. aussi pour prolonger cette histoire et celle de Gilles aussi. Ah bah oui, complètement. Et c'est important pour, voilà, pour que je le fais continuer à le faire vivre à travers ce que je peux faire, quoi. Merci beaucoup. Merci d'être venu à nous et merci pour ce témoignage. De Merci. rien, au plaisir.